Bonjour à tous, c'est Titanos, j'espère que vous allez bien. Allez, installez-vous pour cette nouvelle vidéo sur Rennes-le-Château. Et ouais, on ne se lasse pas de Rennes-le-Château et de son curé au comportement étrange et aux réalisations architecturales incroyables. Et qui, la nuit venue en compagnie de Marie Desnarnaud, va retourner les tombes du cimetière communal. Alors le mieux, c'est de commencer par le commencement, par la présentation du personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, et du village de Rennes-le-Château dans l'Aude. Saunière, il est né en 1852 à Montazel, qui est au pied de Rennes-le-Château, d'une famille nombreuse. Il avait un frère qui va rentrer dans les ordres aussi, Alfred. Mais comme toutes ces familles nombreuses, petit séminaire, grand séminaire, et il va faire le grand séminaire à Carcassonne. Il va avoir une première affectation, disons, je tourne en second, j'apprends le métier à Alès-les-Bains, aussi pas très loin de Rennes-le-Château, où selon certaines sources, il se fera remarquer par une conduite de joyauderie. Ce qui fait que comme première affectation, on va l'affecter au CLA. Alors le CLA, c'est pas très loin de Quillan, dans la montagne. C'est, excusez-moi mesdames, le trou du cul du fond du monde. Rennes-le-Château, c'est Paris à côté. Et quand on voit le CLA, je crois que c'est important de le dire, on comprend beaucoup de choses sur les curés de l'époque. Parce que faire dans un bled de quelques dizaines d'habitants? Bon, il y a la messe le dimanche, il y a les vêpres, il y a une communion, une confession de temps en temps. Il y a certainement un repas le dimanche chez une paroissienne généreuse qui a préparé la poule au pot. Mais le reste du temps, on se promène, on cueille des plantes, on écrit, on prie. Donc ça laisse beaucoup de place à une vie antérieure. Donc il va faire sa pénitence jusqu'en 1885, où là, il va être affecté à Rennes-le-Château. Donc à Rennes-le-Château, il va trouver une église en fort mauvais état, un presbytère en mauvais état, ce qui fait qu'il va loger chez l'habitant, quoi. Et c'est là où commence toute l'histoire, puisque finalement tout son travail, toute sa vocation, toute son énergie va être de restaurer l'église, le presbytère, de créer un domaine qui soit à l'image de Dieu. Le décor est planté, la Bessonnière, Rennes-le-Château, son village, l'église, des fouilles bien ciblées, c'est pas anarchique, il sait très bien ce qu'il fait, il sait qu'il y a quelque chose à trouver dans un périmètre bien précis. A-t-il trouvé des indices par hasard, ou certaines personnes l'ont informé de la présence d'un secret à découvert dans cette église? Mystère, mystère, la question reste ouverte. Toujours est-il qui sait qu'il doit fouiller dans cette zone pour trouver quelque chose. Donc là, on a quelques ébauches de théories. Alors, au-delà du trafic de messe, il y a apparemment quelque chose d'autre, et c'est ce quelque chose que tous les chercheurs convoitent. Moi, je suis plutôt une sorte de sceptique et un curieux, donc ça veut dire que je m'intéresse d'abord aux faits. Les faits avérés à Rennes-le-Château, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque il y a eu évidemment toute une époque dont vous allez parler, j'imagine, l'époque de Pierre Plantin, Philippe de Cherisette, etc., qui ont évidemment, un peu noyé le poisson, mais en même temps fait naître la légende de Rennes-le-Château. Donc moi, je me suis intéressé aux faits. Si on reprend l'histoire de Rennes-le-Château et de Saunière qui arrive, il est tout et ça, a priori, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il ait pu trouver, alors en faisant des restaurations plus ou moins guidées, ça on n'en sait rien, mais a priori, il trouve quelque chose. Il trouve, alors, peut-être un petit peu d'argent, peut-être des vieux bijoux, peut-être un trésor, alors, dans le sens trésor ecclésiastique, des objets du culte ou des choses comme ça. Il va trouver quelque chose. Il découvre également un tombeau, a priori ça il le note, je sais pas a priori c'est qu'il le note quand même dans son journal, j'ai plus la date exacte mais Philippe Marlin je suis persuadé qu'il la connaît, il note effectivement découverte d'un tombeau et point, et ça s'arrête là. Donc voilà, dans toutes ces fouilles là il fait des choses qui sont intéressantes, on voit bien qu'il trouve quelque chose, on voit bien aussi qu'il veut rester discret dessus, à partir de là on peut se demander effectivement ce qu'il trouve. Alors est-ce que ce sont des parchemins
comme a voulu nous laisser croire Gérard de Sède, Pierre Plantard et son équipe. Est-ce que ce sont effectivement des choses liées à la religion? On peut se poser la question. Il y a des choses qui sont curieuses dans ce qu'il va faire après. Effectivement, il consacre l'église qui est donc consacrée à Marie-Madeleine. Tout le domaine quasiment est consacré à Marie-Madeleine. On est surpris de voir par exemple qu'il n'y a pas la scène clé de Marie-Madeleine dans l'histoire et dans la Bible, c'est-à-dire l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. C'est-à-dire Jésus qui va ressusciter, qui va apparaître à Marie-Madeleine. Ça n'apparaît pas dans une église consacrée à Marie-Madeleine, et ça n'apparaît d'ailleurs nulle part sur le domaine de l'abbé Saunière. Et voilà, à partir de là, on peut faire naître effectivement beaucoup de questions, on peut faire naître un mythe, voire des légendes. Maintenant, il est clair qu'il y a quelque chose d'étrange à Rennes-le-Château. L'histoire de Béranger Saunière est passionnante. À côté, évidemment, à Rennes-les-Bains, c'est aussi passionnant. Voilà, mais en tout cas, de mon côté, je m'intéresse principalement aux faits. Et les faits, jusque-là, c'est ça. Ce sont l'histoire effectivement de Béranger Saunière qui va effectivement, pour moi, découvrir quelque chose. Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il va le monnayer? Est-ce qu'il va, trouver des textes qui compromettraient l'Église? Alors, encore une fois, je suis pas un chercheur. Hein, moi, je ne cherche pas, mais effectivement, à force d'être curieux là-dessus, il y a des choses qui apparaissent. Et donc, ce qui apparaît à mes yeux, ce sont les travaux d'autres chercheurs, évidemment. Effectivement, il y a une sérieuse impression qu'il a été aidé dans ses recherches ou guidé dans ses recherches, et puis financé également. Encore une fois, c'est une impression. Il y a une chose qui est assez claire, c'est que le cercle catholique de Narbonne a été financeur de Saunière, que la comtesse de Chambord a réellement donné de l'argent. Donc à Saunière, je crois, encore une fois, Philippe peut me rectifier, autour de 1000 francs, je crois, ou quelque chose comme ça, ce qui est déjà considérable pour l'époque. Pour l'époque, 2 ans de salaire du prêtre. Donc voilà, il est quand même aidé, alors par des royalistes, par des cercles divers et variés, peut-être aussi par son propre frère, qui lui aussi navigue, on va dire peut-être un peu en eau trouble, mais enfin réussit peut-être aussi à gagner un petit peu d'argent. Son frère qui est abbé aussi, je crois, c'est ça, il est aussi abbé, son frère. Oui, il est aussi abbé, et il va lui aussi peut-être essayer de trouver des financements en quelque sorte. Pour ça. Après, comment dire, qu'est-ce qu'il va trouver sur place avec ces aides-là? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il va faire, c'est clairement remercier ses donateurs, puisque on voit le signe par ceci. Je ne sais plus comment ça se dit en latin, Oxine Vince, je ne sais plus comment on dit. Par ce signe, tu le vaincras, ou tu vaincras normalement d'ailleurs. Par ce signe, tu vaincras. Il est un peu présent partout dans l'église, soit en latin, soit en français, et c'est la devise du cercle catholique de Narbonne. Donc c'est intéressant de le voir là-dessus. Et puis après, alors qu'est-ce qu'il va trouver? A priori, il va pas trouver tout de suite, puisqu'il va continuer de fouiller pendant un bout de temps. Il y a des travaux dans l'église. Je crois qu'il va fermer l'église pendant pratiquement 1 mois. Alors évidemment, les témoins sont plutôt rares aujourd'hui, donc on ne sait pas exactement si c'est 15 jours, 1 mois, 3 semaines. Il va fermer l'église. On va vraiment voir qu'il va fouiller clairement dans l'église, dans le cimetière aussi, peut-être un peu plus tard. Mais là aussi, on a des témoignages, on amène des documents. Donc on voit vraiment qu'il fouille. Donc s'il fouille, c'est qu'il veut trouver quelque chose d'intéressant. Et en plus de ça, il fouille après avoir écrit dans son carnet, dans son journal, qu'il a découvert un tombeau. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour se dire que ce type a vraiment trouvé quelque chose, qu'il l'a guidé ailleurs. Est-ce qu'il y a une cache, plusieurs caches? Est-ce qu'il y a... Voilà, en tout cas, moi, il me semble que c'est clair qu'il a fouillé et pour trouver quelque chose d'intéressant, guidé ou pas, ça, je ne peux pas l'affirmer. C'est une théorie qui est intéressante, qui est développée aussi par Paul Sauzet, et qui dit qu'il a tout fait pour, garder les gens à l'extérieur de l'église, y compris par exemple les gamins. C'est-à-dire que pour lui, je parle en son nom, mais c'est peut-être pas tout à fait son idée. En tout cas, l'idée, c'est quand même de mettre le diable à l'entrée, qui est à peu près la taille d'un gamin, pour éviter que les gamins, quand ils rentrent dans l'église, ils rentrent dans l'église. Oui, vous imaginez, vous avez 8, 9 ans ou 10 ans, vous rentrez dans l'église, vous voyez ce diable qui est à votre hauteur en plus, et qui vous regarde d'un air effaré, vous n'avez pas envie de rentrer. Il fait clôturer la totalité quasiment du domaine. En fait, il va se faire donner en quelque sorte la première partie, celle qui est devant l'église, et là il va tout verrouiller, l'accès au cimetière, l'accès à l'église. C'est vraiment, ça devient très compliqué d'aller à l'église. Et puis en plus, il donne les moyens aux gens d'aller prier dehors. Il fait une grotte, il met effectivement une vierge à l'extérieur. Donc il fait en sorte que effectivement on puisse rester à l'extérieur et surtout pas venir l'embêter ni dans le cimetière ni dans l'église. Combien de temps ça a duré, ça je suis pas certain. En même temps, il ne devait pas y avoir foule à l'église non plus à l'époque. Non, mais surtout, il n'y avait déjà pas foule dans le village. Donc, on imagine. Alors, trésor spirituel ou matériel, pourquoi pas les deux?
Jusqu'ici, en tout cas, à ma connaissance, personne n'a la réponse, à part des théories plus ou moins sérieuses. Donc écoutez bien la piste qu'évoque Rudy Jacquet qui a fait 3 livres sur le sujet. Donc lui il part sur le fauteuil du diable de Rennes-les-Bains, à côté de Rennes-le-Château. Donc voilà un nouvel élément, une nouvelle piste à explorer, dont j'ignorais l'existence. Vraiment j'avais jamais entendu parler de ça, écoutez bien. Alors, de toute façon, Rennes-le-Château, c'est un sujet qui est usé jusqu'à la corde, mais en fait, c'est toujours le problème, c'est sur quel angle on se place par rapport à Rennes-le-Château. C'est sûr que si on va se fixer sur Saunière, on peut vite avoir fait le tour parce que finalement, il y a l'histoire du trafic de Metz, il y a pas mal de choses qui pourraient expliquer à peu près sa richesse. Après, c'est vrai que si on s'attarde plutôt sur les sources, c'est-à-dire sur sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire les documents, on va dire, authentiques, qui sont contemporains de l'époque des curés. Alors quand je dis les curés, j'englobe l'abbé Boudet, l'abbé Gélis, l'abbé Saunière, donc toute cette période 1886 au plus tard, au plus tôt, et 1905 au plus tard, 1906. Et ensuite, bon, il y a l'histoire avec Gérard de Sède et son livre qui sort en 67 lors de Rennes, et à partir de cette période, il y a d'autres documents qui vont rentrer dans la genèse de Rennes-le-Château. Et beaucoup de chercheurs se sont posés sur ces documents-là. Et forcément, c'est des documents qui ont pu être falsifiés, qui ont pu être modifiés, et tout ça. Donc finalement, ça n'aboutissait sur rien. Mon livre, donc, il y a vraiment une partie bande dessinée qui va relater de manière, on va dire, parodique. Je vais vraiment mettre dedans tous les ingrédients qui font la fable de Rennes-le-Château. Ouais. Et ensuite, moi, je vais partir sur une sorte de carnet de route. Et c'est vrai que tout le monde dans l'histoire de Rennes-le-Château, du moins ceux qui se sont penchés sur le trésor, enfin du moins sur le lieu à trouver, si toutefois il y avait un lieu à trouver, ont toujours cherché, on va dire, l'étape finale. Et moi, j'ai eu la chance en 2015 de découvrir ce qu'on va dire le point de départ. Et le point de départ, c'était le fauteuil du Christ. On va pas dire où il est exactement, on va laisser ça au lecteur, mais du coup, le fauteuil du Christ, voilà, si on partait de ce point, et c'était vraiment l'élément qui était manquant, moi je l'ai découvert, on était plusieurs à l'avoir découvert ce jour-là. Encore une fois, moi j'ai voulu faire un livre vraiment étayé. Alors juste pour le fauteuil du Christ, on rappelle qu'il y a eu un tableau dans lequel on voit le Christ assis dans ce fauteuil, et là il y a eu beaucoup de fantasmes autour, parce que j'ai regardé, on dit qu'à son genou il y a une tête de lièvre, etc. Donc c'est ça dont tu parles, hein? Ouais, tout à fait. C'est ce fameux tableau qui est dans l'église de Rennes-les-Bains. Et alors moi, j'ai vraiment voulu faire un travail exactement un peu à la Pouillard. C'est-à-dire, voilà, on va prendre un élément, on va l'étayer, et si l'élément est validé par une preuve, on va continuer, on monte, et on va aller jusqu'à la solution. Rennes-le-Château, on peut vraiment l'envisager comme une fresque littéraire. C'est-à-dire, chaque auteur va amener sa pierre, et finalement, tu peux lire ce Rennes-le-Château pendant des années. Il y a toujours un bouquin qui va arriver, qui va t'amener un nouvel éclairage, un nouvel élément. Et tu peux regarder ça comme une énorme série à multiples auteurs. Finalement, en n'ayant jamais vraiment d'aboutissement. Bon, mais moi, j'étais passionné par ça, justement. Et du coup, ben voilà, moi j'avais ce tableau, et c'est vrai qu'au fond de ce tableau, il y a un dolmen. On s'est posé la question de savoir si c'était le lieu qu'il fallait retrouver, tout ça. Et finalement, quand on arrive au fauteuil du Christ, il y a effectivement bien le dolmen. Ce dolmen dessus a 3 carrés, et ces carrés sont à côté du fauteuil du Christ. C'est-à-dire que le peintre, quand il a fait le tableau, ou du moins quand il l'a modifié, parce qu'on peut penser qu'il a été modifié seulement, il prend 3 éléments en perspective du lieu réel, et il va les poser à plat, en fait. En gros, comme un tableau de Picasso où tu vas mettre sur un visage toutes les parties du visage, les 2 oreilles, les 2 yeux, machin. Bon, moi j'ai pensé que c'était cette technique-là, et finalement ça fonctionne très bien. Et à partir du fauteuil du Christ, tu te rends compte que dans le paysage, tu peux le relier au fauteuil du diable. Et à partir de là, et tu peux commencer un premier tracé, ainsi de suite. Et ça a vraiment été le point de départ au début, tu n'y crois pas, parce que tu te dis, cet élément, mais forcément, il a dû être revu, machin. Et finalement, en ayant lu plus de 200 bouquins sur Rennes-le-Château, écouté nombre d'émissions et de reportages, j'avais jamais vu ce fauteuil. Et je me dis, là, je crois qu'on tient un élément sérieux. Et finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller dans l'église de Rennes-les-Bains, et je photographie, j'ai pris des photos de tout ce qui était possible et exploitable. Et il se trouve que dans la nef de l'église de Rennes-les-Bains, il y a des motifs sur le carrelage. Et ces motifs, on va les retrouver à l'identique en dessous de la statue du Christ dans l'église de Rennes-le-Château. C'est exactement les mêmes motifs, donc le lecteur pourra regarder, pourra comparer. Et c'est ce qui permettait finalement de faire le lien entre le tableau qui est dans l'église de Rennes-les-Bains, qu'on va retrouver dans l'église de Rennes-le-Château, et qui amène à ce lieu, ce fauteuil du Christ, qui, à mon avis, a dû être sculpté pour jalonner la zone, en fait, finalement, comme le fauteuil du diable. Et on a le diable, on a le Christ, on a l'échiquier, et c'était parti. On est parti suite à des travaux que j'avais fait sur carte. Et quand on est arrivé sur le lieu, bon, après, il y a tout un cheminement, parce qu'il y a encore d'autres choses qui nous manquaient.
Ça a duré à peu près, on a à peu près mis 6 mois, on est venu plusieurs fois dans la région pour retourner voir et tout. Et finalement, on s'est retrouvé sur un lieu qui est à l'identique de la fameuse peinture de la montagne fleurie qui est dans l'église de Rennes-le-Château, qui représente un paysage un peu caillouteux, avec un petit abbé qui est peint dans un coin, des châteaux, des choses comme ça. Et beaucoup de gens pensaient que c'était une peinture juste décorative ou allégorique. Et puis en 2007, si je ne me trompe pas, il y a le chercheur Jean Brunelin qui avait fait des photos HD de cette fameuse peinture, puisque cette peinture se dégradait. Et lui, il avait voulu en quelque sorte la sauver de manière numérique, de manière à vraiment conserver ce patrimoine. Et puis c'est vrai qu'au développement, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de détails qui apparaissaient, des formes des yeux sur des rochers, des choses comme ça. Et il les a publiés, mais sans aboutir à une solution. Et le plus étonnant, c'est que quand nous sommes arrivés donc sur le lieu déterminé par le décodage de l'église, on a retrouvé l'intégralité des éléments de la peinture. Et c'est ce que je publie dans le bouquin, c'est-à-dire, c'est vraiment pour moi la partie la plus importante, sur une double page. Je reprends toute la fresque, je reprends tous les éléments que j'encadre et je les compare aux photos. Donc, on arrive à un lieu. Donc ça, c'est pour la partie de l'église. Et moi, je me suis encore attelé à une deuxième source, qui est donc la fameuse pierre tombale de la marquise d'Opouls, qui était la dernière seigneuresse du lieu. Et cette pierre tombale, finalement, personne ne l'a jamais vue. Elle n'existe que sur le papier, en quelque sorte. Et du coup, cette pierre tombale est dans un tiré à part de la CESA, qui a été publié en 1906, qui s'appelle Excursion à Rennes-le-Château, voilà. Et ça a été mis donc dans le bulletin de la Société des sciences, et ensuite dans un tiré à part de 8 pages. Et il se trouve que cette gravure, si on l'associe au reste du texte de ces fameuses 8 pages, permet un décodage qui, une fois de plus, va nous amener au même endroit, avec la même méthode de décodage, avec les mêmes lieux, le même jalonnage. Très étonnant. Et donc, si on applique toujours la même chose, mais sur le livre de l'abbé Boudet qui est plus ancien, donc 1886, au plus tard. Alors la date, à mon avis, elle est voulue parce qu'elle sert au codage aussi. Donc est-ce que le livre a été écrit avant, bien avant ou... La vraie langue celtique, hein, c'est ça, hein. Ouais, la fameuse langue celtique. Alors moi, je pense pas avoir tout décodé dans le bouquin, parce qu'à mon avis, il y a énormément d'éléments. Mais du coup, j'ai quand même trouvé une méthode de décodage qui permettait, une fois de plus, d'arriver au même endroit. Et il se trouve que le jalon final, c'est ce fameux crocodile de pierre que je publie dans le bouquin. On le retrouve sur la fresque dessinée, donc là on compare la photo, on voit bien que c'est un crocodile, il n'y a pas de souci, mais beaucoup plus précis dans une des gravures du livre de l'abbé Boudet, où on peut comparer le rocher à la gravure, puisque dans la gravure il y a une anomalie, mais ça les lecteurs pourront voir. Et si on prend uniquement cette anomalie et qu'on la compare au rocher, c'est exactement la même chose. Et pour arriver au crocodile, il y a donc toute une méthode de décodage, donc vraiment comme dans la révélation des pyramides, c'est-à-dire que je prends tous les éléments, je les explique, je fais tout le procédé jusqu'au crocodile, et voilà. Et donc moi, pour faire une touche d'humour dans mon livre, comme c'est très compliqué à expliquer la langue celtique, je le mets en annexe, parce que finalement c'est vraiment pour les puristes, on va dire. C'est l'abbé Boudet qui revient sous forme de fantôme et qui, lui, va nous expliquer le livre. Moi, j'ai une remarque à faire, qui est la remarque suivante. Donc, on suppose que la vraie langue celtique est sortie en 86, hein, peut-être avant, mais prenons la date qui est inscrite sur le bouquin. En 1886. 1886, en sachant que Saunière est arrivé à Rennes-le-Château en 1885. Donc, si on reste au niveau de ces théories du codage d'un grand secret, il est évident que c'est Boudet qui a l'antériorité, simplement du fait des dates, quoi. Alors ensuite, une question qu'on peut se poser, et que je me pose en tant que béotien, c'est ni un jugement ni une critique, mais comment s'est fait le passage entre Boudet et Saunière? C'est-à-dire, comment est-ce que Boudet, qui avait déjà caché le secret dans son bouquin, va convaincre Saunière de cacher le secret dans son église? C'est une question que je pose à Rudy. Alors ça, Philippe, c'est encore une fois, ça c'est du ressenti. C'est comment tu peux envisager la personnalité de Boudet, la personnalité de Saunière. Encore une fois, on pense que Boudet est tout seul pour avoir écrit la langue celtique. Encore une fois, c'est même pas sûr, on ne sait pas. Il a pu avoir d'autres personnes avec lui. Est-ce que c'était collégial? Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des dates, c'est vrai que l'abbé Saunière arrive en 85 et la langue celtique en 86. Alors moi, je l'explique dans la BD de manière humoristique. Est-ce qu'il aurait sponsorisé Saunière? Est-ce qu'il lui aurait donné des fonds pour construire le domaine?
Et puis finalement, Saunière, sans se soucier plus que ça de l'histoire, aurait accepté, puisqu'en fait, en plus, on sait que Saunière, on lui a il avait de l'argent, mais il négociait tout au rabais, c'est-à-dire que la tour Magdala, au lieu de construire avec de la bonne pierre, il a construit avec de la pierre bas de gamme. C'est pour ça que ça se dégrade aujourd'hui. Alors, moi, mon livre, c'est vraiment sur de l'étayé, hein, c'est vraiment du décodage étayé. Ça, c'est plus de l'intuitif. Donc, moi, je peux pas vraiment te répondre, Philippe. C'est-à-dire que je ne sens pas Saunière codeur. Pour moi, c'est vraiment mon ressenti. Pour moi, Saunière, c'est un mec, on lui a donné de l'argent, il a vécu, et ensuite, d'ailleurs, on voit bien que, alors, il y a l'histoire des carnets, tout ça, les carnets de correspondance, l'argent et tout. Mais bon, on se rend compte qu'à un moment donné, il va mettre ce trafic de messe à son compte, à lui personnellement, en dehors de... Voilà. On sait qu'il mange bien, qu'il boit bien, qu'il fait des grosses fêtes. Mais il est un peu dans la ruine, puis à la fin, il fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il va vendre des cartes postales, il va marchander du vin, il va faire son trafic de messe, et voilà, il va finir, et à la fin, il finit un peu dans la misère. Et oui, toujours ce mystérieux et discret abbé Boudet. Franck Dafos en parle très bien. D'après lui, Boudet aurait coopté Saunière à son arrivée au niveau des trafics de messe pour commencer, et sur d'autres choses par la suite. On a également son frère Alfred Saunière et un autre abbé, l'abbé Gélis, qui finira assassiné. Donc apparemment, c'est l'abbé Boudet qui finance et surtout qui code l'église de Rennes-le-Château. Donc ce ne serait pas non plus Élie Bott, l'architecte de l'église, mais un autre dont le nom reste inconnu. Juste une dernière petite chose, donc la découverte, on l'a fait du coup sous le crocodile, il y a de la terre et il y a bien une pierre encastrée, une belle pierre bien carrée. Ouais. Bon, nous on n'a rien touché, moi je suis juriste de formation, donc tranquille, hein, on a pris toutes les photos, même pour le livre, hein, et tout ça. Toujours est-il que j'ai pris les dispositions, j'ai prévenu le maire de Rennes-les-Bains, puisque le lieu est sur Rennes-les-Bains, c'est dans le Cromlech, hein, donc en plus ça colle bien. Ouais. Toujours est-il que j'ai prévenu le maire de Rennes-les-Bains, fin de non-recevoir, ok, je dois être le 600e qui dit qu'il a trouvé, donc à la limite tranquille, et j'ai prévenu la DRAC en leur montrant, en leur donnant tous les documents étayés et tout. Fin de non-recevoir, donc ça c'est fin avril, et début juillet, il y a une loi qui est tombée, pendant la loi travail, comme quoi à partir de juillet, toutes les découvertes archéologiques sont 100% propriété de l'État. Donc je pars pas dans la conspiration, mais c'est étonnant. Bon. Parce que ça colle. Bon, bah écoute, en tout cas, tu as passé ton message et c'est vrai que ça fait réfléchir. Merci mon Rudy, à très bientôt. Finissez bien l'émission et puis au revoir à tous. J'ai lu le bouquin de Rudy là très récemment, mais bon, par exemple, il va quand même laisser des traces. Hein, je veux dire, dire qu'il n'a rien codé, ça me semble assez étonnant parce que déjà Rudy s'inspire de la fresque, donc ce qu'on appelle le rond de bosse. Où effectivement, quand on rentre dans l'église tout de suite à gauche, il y a une immense peinture avec quelque chose en relief, donc le rond de bosse. Et ça, c'est quand même étonnant, parce qu'effectivement, on voit bien que certaines choses se retrouvent dans la nature. Il y a des chercheurs qui, depuis des années, ont repéré dans la nature des choses qui se retrouvent sur cette fresque-là. On voit bien aussi que sur l'hôtel Marie-Madeleine, on voit bien aussi qu'il y a des choses qui ont été rajoutées qui, a priori, correspondent à pas grand-chose, qui peuvent paraître curieux. Il y a voilà, des choses. Et puis le plan du domaine est vraiment étonnant. On a déjà vu, effectivement, on peut se dire que le type était une sorte de Bernard Tapie de l'époque et qu'il il a flambé, il s'est dit je vais faire une tour néogothique, une villa, etc. Mais on voit bien qu'il réfléchit longuement à tout ça. Hein, de la tour Magdala, au départ, elle ne s'appelle pas tour Magdala, elle s'appelle la tour de l'horloge. Et comme on peut l'imaginer, ça peut paraître un peu trop facile quelque part si on doit décoder quelque chose. Si on l'appelle tour de l'horloge, il faut trouver la bonne heure et on trouve la bonne heure en question. On va l'appeler tour Magdala au bout de quelques temps. On voit bien qu'il réfléchit à tout ça et que c'est pas du tout, c'est pas Bernard Tapie qui a envie de faire juste comme ça, je vais flamber et point barre. Il réfléchit et à mon sens, encore une fois, c'est une interprétation, effectivement, il code. Mais bon, alors ce qui surprend là-bas, effectivement, c'est quand on arrive, c'est que on est dans un décor digne des meilleurs romans, des meilleurs films. Le décor est absolument parfait, magnifique. On sent vraiment l'ambiance du mystère, l'essence même du mystère se ressent sur place, c'est extraordinaire. Et même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on en est, alors on a discuté là, depuis quelques années sur les trafics de messe, etc., on en est un peu à dire du genre, non mais souvenirs, il n'y a rien de très intéressant là-dedans, il y a eu des escroqueries, de plantards. Mais quand on y retourne, alors moi je prends beaucoup de recul souvent, hein, donc je passe quelques mois sans parler de l'affaire de Rennes-le-Château, ni même de m'y intéresser du tout, et puis j'y retourne, presque lambda, et à chaque fois je me dis il n'est pas possible qu'il n'y ait rien eu ou qu'il n'y ait rien ici. J'en suis convaincu. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Philippe, tu partages ce sentiment aussi, toi? Oui, je le partage totalement même. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais moi, ma conviction est la suivante. Hein. Et je fais toujours la part des choses entre la vraie vie de Saunière et tout ce qu'on a raconté après.
Mais si on en reste à la vraie vie de Saunière, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que, au moment de la Révolution française, l'évêché, il n'était pas à Carcassonne, il était à Alette-les-Bains. L'évêché d'Alette-les-Bains, les évêques d'Alette-les-Bains ont acheté un certain nombre de terrains autour de Rennes-le-Château. On le retrouve assez facilement. Quand on voit de vieux documents, de vieux plans de l'église de Rennes-le-Château, à l'époque, les paroissiens émérites, ils avaient une petite plaque avec leur nom sur les fauteuils, et on voit que les dignitaires d'Alette-les-Bains avaient leur nom sur des chaises, c'est-à-dire qu'ils allaient certainement assister à des offices à Rennes-le-Château. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la Révolution française arrive, séparation de l'Église et du clergé et de l'État, et tous nos braves curés, évêques, du moins ceux qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé, vont prendre le chemin de l'exil, partir en Espagne, en Catalogne. Il est fort possible que ces braves curés, ces braves évêques, aient transféré dans l'une ou l'autre grotte autour de Rennes-le-Château un certain nombre d'objets précieux, non pas l'Arche d'Alliance ni le chandelier à 7 branches. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de ça aussi. Des calices, des ciboires, des livres, voire du mobilier, en se disant, quand les temps seront meilleurs, on reviendra d'Espagne et on récupérera nos biens qui sont des biens d'église. Et moi, c'est mon sentiment, et sentiment étayé. Il y a un livre qui est en préparation avec Claire Corbu, d'après les lettres de Marie Desnarnaud. Il est possible que notre brave Béranger Saunière ait mis la main sur un certain nombre d'objets, et que, du moins pour ce qui concerne les objets, je pense que les livres, il les a conservés, et dans sa bibliothèque, on a des livres qui manifestement sont très anciens et ont pris l'humidité. Et en ce qui concerne les objets, il aurait pu faire dessertir les pierres précieuses, les gemmes, et du reste, on a trouvé une connexion entre Saunière et un joaillier d'Anvers qui est venu à 2 reprises à Rennes-le-Château. Et puis, je sais pas quoi, moi, il y a peut-être eu un orage, un éboulement de terrain. Et puis, la cage s'est retrouvée fermée et Saunière pouvait plus y aller. Bon, voilà une explication qui n'est pas du tout mystique, mais qui colle, avec l'ère de l'époque, c'est-à-dire la Révolution, la nécessité de préserver des biens qui auraient pu être découverts, trouvés complètement par hasard par Saunière. Il ne se passe plus rien, sauf un certain Jean Giroud de l'Académie des sciences et des arts de Carcassonne, qui, dans un guide de l'Aude, cite Rennes-le-Château, son curé qui aurait trouvé un trésor. Il y a un article du Soir, ou je ne sais plus quel journal belge de 48, qui cite Rennes-le-Château. Mais il n'y a pas grand-chose, sauf, effectivement, Noël Corbu. Noël Corbu, qui est un industriel, à l'époque il était à Perpignan, et cet industriel de Perpignan venait passer ses vacances à Bugarache et à Rennes-le-Château, parce que lui aussi aimait la région. Donc quand on fait du camping dans la région, il faut trouver du pain, de l'eau, des œufs, etc. Et donc il s'allait s'approvisionner auprès de Marie Desnarnaud. Marie Desnarnaud qui décédera en 53. Donc on est dans les années 50. Et au fil du temps, ils vont sympathiser. Et Marie Desnarnaud leur lèguera le domaine de la Bessonnière, puisque le domaine de la Bessonnière lui appartenait par le biais de testaments croisés entre Saunière et Marie, va léguer le domaine, moyennant quoi ils s'occuperont de Marie jusqu'à son dernier souffle. Alors notre industriel de Perpignan se retrouve avec ce domaine, et quoi faire de ce domaine?
eh bien, il va le transformer en hôtel-restaurant qui va s'appeler La Tour. Sauf que ça n'a pas bien marché, quoi. Alors, c'est pas que ça va pas bien marcher, c'est que ça marche pas du tout. Donc, pour attirer, comment dire, des touristes, des passants, dans un hôtel-restaurant qui se trouve, je me répète, au fin fond du trou du cul du monde, il va commencer comment dire, aux rares visiteurs qu'il a, à leur raconter une belle histoire. Ah ouais. Et il va leur raconter l'histoire du curé au billard qui, d'un coup de pioche, va trouver le trésor de Blanche de Castille. Ah ouais. Alors, il va raconter, du reste, l'anecdote est savoureuse. Il va raconter tellement souvent cette histoire que il en avait marre, il l'enregistrera sur bande magnétique. Et quand il y avait un pauvre client qui venait, pof, il mettait la cassette. Et cela dit, ça va venir aux oreilles, comment dire, des journalistes, des canards locaux du coin, c'est-à-dire en l'occurrence de Limoux, je crois que c'est l'Indépendant, la Dépêche. À l'époque, on est en décembre-janvier, ils avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, et donc ils vont partir faire un reportage à Rennes-le-Château, qui va donner lieu à trois premières pages, pleines pages, dans le journal, l'histoire du curé au billard, d'un coup de pioche, etc., etc. Donc, donc nous sommes en janvier 56, et c'est en janvier 56 que va partir l'histoire médiatique de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, le trésor. Donc à l'époque, c'est un trésor. On n'est pas du tout dans le petit Jésus. C'est un trésor monétaire, c'est un trésor solide qui va tirer tellement de creuseurs et de dynamiteurs qu'il faudra que la municipalité prenne un arrêté interdisant les fouilles sur la commune de Rennes-le-Château. C'est une belle époque, c'est une époque romantique, hein, où tous les chercheurs, tous les premiers chercheurs vont user leur fond de culotte, et tout ça va durer une bonne décade, jusqu'au point d'orgue qui va être le final du feu d'artifice. Après, on verra que le feu d'artifice a encore fait plus fort du reste. Mais le final du feu d'artifice qui va être l'or de Rennes de Gérard de Sède en 1967. Et voilà, on reparle des trois escrocs, Plantard en tête et Cherizet. Gérard de Sède, même s'il fait partie du trio, reste, ne serait-ce que par son talent d'écrivain, à part quand même noter que si vous n'avez pas lu ses livres, allez-y, foncez, c'est très bien écrit, c'est vraiment passionnant à lire. Alors ces trois personnes vont grandement contribuer à l'explosion quasi internationale, avec Dan Brown beaucoup plus tard, bien sûr, avec son roman Le Da Vinci Code. Mais il y a un autre personnage qui s'efforce de faire perdurer l'histoire du curé au milliard, c'est Noël Corbu. Alors Noël Corbu qui sera l'héritier du domaine de l'abbé Saunière à la mort de Marie Desnarnaud, et également des archives de l'abbé Boudet et de Saunière, rien que ça. Donc entre Saunière, Plantard, Corbu, Gérard de Sède, Cherizet, on a là une belle brochette de filous, pour pas dire d'escrocs pour certains, je pense à Plantard. Allez, chapitre inévitable de l'affaire, le prieuré de Sion. L'arnaque de Plantard, c'est bien connu aujourd'hui, qui se rajoute au passage la particule de Saint-Clair. Donc on arrive à Gérard de Sède et son bouquin de 1967. Mais pour bien comprendre son bouquin, il faut faire un peu de rétro-pédalage sur Gérard de Sède. Gérard de Sède, c'était un écrivain, un journaliste, et qui s'est d'abord illustré en 1962 sur une autre affaire mystérieuse et fort intéressante, qui est le trésor des Templiers de Gisors, dont il a sorti un bouquin, je crois, Les Templiers sont parmi nous, qui a été un best-seller. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'histoire de Gisors, c'est l'histoire d'un trésor qui serait caché dans les sous-sols de Gisors, dans une chapelle, la chapelle Sainte-Catherine. Et je raconte pas l'histoire, c'est pas le sujet, mais il faut savoir que il a été intéressé par ça déjà. Il est intéressé par tous ces mystères. Il est intéressé par tous ces mystères. Si on remonte encore en arrière,
c'était un surréaliste de l'école des surréalistes. Et sur le plan politique, c'était un trotskiste. D'accord, d'accord, un vrai. Donc il fait son enquête sur Gisors. Il commence à publier des articles. Et à la suite d'un article, il est contacté par un personnage qui s'appelle Pierre Plantard, qui se présente comme historien, archiviste, et qui lui dit « Oh là là, mais sur Gisors, vous touchez un sujet sensible. J'ai vraiment beaucoup de documents là-dessus. Il faut qu'on se rencontre. Je vais vous passer ce que j'ai. » Et quand le bouquin de Sède va sortir, on a en annexe, en postface, un papier de Pierre Plantard qui s'appelle « Le point de vue d'un hermétiste ». Donc là, on est en 62 et le temps défile et il y avait un autre personnage qui s'appelle Robert Charroux, Bien sûr. chercheur de trésors, et qui, Robert Charroux, en 62 également, va sortir un bouquin qui s'appelle Trésors du monde, où il recense un certain nombre de lieux trésoraires en France, et notamment Rennes-le-Château. Et il est le premier à raconter, avant Gérard de Sède, la belle histoire de Rennes-le-Château, grosso modo inspiré de Noël Corbu, de sa bande magnétique, etc. Et le Robert Charroux avait dans ses équipes de chercheurs une petite dame, et cette petite dame était amie, correspondante, avec Sophie de Sède, la femme de Gérard de Sède. D'accord, ok. Et, comment dire, elle en parle à son mari, à Gérard de Sède. Ils n'étaient pas encore séparés. Et Gérard de Sède se souvient de son ami, enfin, collaborateur, Plantard. Ils prennent contact et Plantard lui dit « Ouh, mais sur cette affaire de Rennes-le-Château, c'est du lourd. J'ai plein de documents vraiment à te communiquer. » Et c'est de là où va partir toute l'affaire. Et dans la bibliographie de l'Or de Rennes, sont cités toute une série d'écrits, de manuscrits, que moi j'appelle les vrais faux manuscrits, c'est-à-dire c'est des manuscrits bidons qui ont été fabriqués par Gérard de Sède et ses acolytes, et notamment un acolyte très érudit qui était un Belge, un marquis belge, qui s'appelle Philippe de Chérisay, et qui vont commencer à accréditer des histoires incroyables. Alors ces histoires incroyables, c'est grosso modo l'histoire de la dynastie mérovingienne, où le dernier des Mérovingiens, Dagobert II, qui s'est fait assassiner près de Stenay, dans la forêt de Vouèvre, avait 2 enfants, Sigbert et Hermine, et qui auraient été, pour échapper aux ires du maire du palais de l'époque, auraient été transférés dans le Razès, où ils auraient fait souche. D'accord. Donc c'est là où naît cette première légende et ce premier mystère. Donc on n'est plus dans le trésor, les espèces sonnantes et trébuchantes, pardon. On est sur un autre mais trésor. on est dans des dynasties. Du secret, quoi. En fait. Dynasties mystérieuses. Et puis on tire le fil. Et cette dynastie mérovingienne s'est perpétuée au fil des âges, pour arriver à la date d'aujourd'hui. Et à la date d'aujourd'hui, le survivant, le représentant, c'est le grand monarque. Et ce grand monarque, c'est Pierre Plantard. Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Et alors, cette dynastie, au fil des siècles, a été protégée par une société secrète qu'on appelle le prieuré de Sion. Mais c'est pas fini, on tire le fil, et on arrive à un autre bouquin de Gérard de Sède de 1973 qui s'appelle La race fabuleuse. Mais au fait, cette dynastie mérovingienne, dont Pierre Plantard est le représentant, le dernier des représentants, elle vient d'où? Mais elle vient de beaucoup plus loin. Elle vient de la maison de David. Elle vient de Jésus. Elle vient du Christ. D'accord. Donc le dernier des Mérovingiens aurait le sang sacré qu'on appelle la bloodline. Et tout ça donnera un deuxième feu d'artifice en 1982
qui est l'énigme sacrée de Lincoln Bejantelli, qui, comment dire, formalise un peu cette théorie. Alors une théorie prouvée, documentée, on a des archives qui en attestent, c'est le trafic de messe. Mais c'est évident qu'il ne suffit pas à expliquer toute l'affaire. Serge, juste une précision canonique. Le trafic de messe a été prouvé. C'est vrai que les intentions de messe existent et que elles peuvent être rémunérées. Par contre, ce qui est interdit à un prêtre, c'est d'en assumer plus de 3 par jour. Hein, il ne peut pas faire plus de 3 intentions de messe payantes dans ses messes quotidiennes. Au-delà de 3, il doit les reverser, les redispatcher sur d'autres prêtres des paroisses alentours. Voilà ce qui était reproché. Mais le trafic de messe, il existe bien, et il était dans l'illégalité totale, parce qu'il en faisait plus de 3 par jour. Bon, c'était une précision de Radio Mégalithe. En quelque sorte. Bon. Alors ceci dit, les gens n'avaient pas tellement la possibilité de vérifier exactement. Hein. Mais bon, en admettant ça, moi je pense que la vraie source financière, d'abord le mystère de Rennes-le-Château, à mon avis, comme je te l'avais expliqué, enfin dit à plusieurs reprises, recouvre 3 mystères. Un mystère dynastique, qui est lié directement aux descendants des Wetzigoths que sont les Mérovingiens, et qui remettrait en cause toute la filiation classique, disons, de la monarchie française, qui vient des Capétiens, et puis des Carolingiens et des Capétiens, et la Cape, légende qui court à ce sujet, sur les Rose-Croix, qui a un rapport avec la radionique. Or, la radionique, comme je l'ai expliqué dans des conférences que j'ai fait par-ci par-là, c'est une extension de la radiesthésie au niveau planétaire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec justement la civilisation mégalithique que j'évoquais tout à l'heure, pour générer des tensions, des énergies à distance, mais à très grande distance, hein, pas seulement sur une carte avec à 20 km, à des milliers de kilomètres, et ça a un rapport très certain avec les Rose-Croix qui ont été dans la région. Voilà pour conclure cette vidéo, encore une nouvelle piste avec Ruy Jacquet. J'ai cru bon d'en parler, je connaissais pas du tout cette histoire du fauteuil du diable et tout ça à Rennes-les-Bains. Alors je suis pas sûr que ça amène à la découverte du trésor ou du secret de Sonnière, mais j'aime bien cette petite enquête sur Rennes-les-Bains et toujours cet énigmatique Abbé Boudet. Voilà, donc fin de la vidéo, je vous laisse là, et c'est pas encore aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, qu'on aura le fin mot de cette histoire. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Force à vous et à vos proches, revenez quand vous voulez. Ciao, ciao.